Qui comme jeune, surtout peut-être les gars, on n'a pas rêvé un jour d'être astronaute. Là, moi, j'ai rêvé à ça. Astronaute, pompier, police, Mais whatever, astronaute, je pense qu'on est tous passés par là. Puis tu sais, ça a été des gros moments. Moi, j'ai vécu le lancement de la première navette spatiale. Ouais. Ça, c'était spécial. Ça, c'était spécial aussi. Mais quand tu penses à tout le programme Apollo, le gouvernement américain a tellement mis d'argent là-dedans. C'était monstrueux. Presque 40 milliards de dollars. En argent de l'époque? De l'époque. Incroyable. Presque 40 milliards. Il y avait 400 000 personnes qui travaillaient là-dessus aux États-Unis. Fait que... incroyable. Ouais. Là, on était en pleine période de guerre froide. Je pense qu'historiquement, c'était vraiment qui allait prouver entre les Américains et les Russes, qui allait prouver qui était, à quelque part, qui était supérieur à l'autre en allant sur la Lune. Tu venais de faire un statement que tu étais vraiment plus puissant au niveau technologique. Que ton système économique était supérieur à l'autre, que le système capitaliste était supérieur au système communiste. C'était, à la base, la seule raison pourquoi Kennedy avait donné ce défi-là au peuple américain d'envoyer quelqu'un sur la Lune avant 1970 puis de le ramener vivant, juste pour prouver que le système communiste, ça ne marche pas. Regarde, nous autres, on l'a fait. Le système capitaliste, c'était juste ça. Là, après ça, il y a des scientifiques qui se sont dit, bien là, tant qu'à y aller, puis juste aller mettre le pied, on va ramasser une coupe de roche, puis on va ramener ça ici, puis on va essayer de comprendre comment la Lune s'est formée. Oui, c'est ça. Tant qu'à y aller, mais ça a été dur à vendre, ça. Puis la preuve de ça, c'est que le seul scientifique qui est allé, c'est à la mission Apollo 17. C'est Harrison Smith, c'est un géologue de formation, géologue de terrain. Puis lui, ils l'ont entraîné comme astronaute. Ils ont montré à piloter un avion de chasse. Ça, c'est assez spécial parce que lui, il avait servi à entraîner les astronautes au niveau géologique pour que les astronautes savent de quoi ils parlent puis quoi chercher dans le contexte une fois rendus. Fait que quand ils l'ont emmené, ça faisait partie du training d'être astronaute. Ils ont montré comment piloter un avion de chasse. Puis c'est drôle parce que je l'ai déjà rencontré à Harrison Schmitt. Il est venu il y a 2-3 ans. Il avait été invité par le Cosmodome pour un événement caritatif pour la fondation du Cosmodome. Fait que j'avais été invité. Il y a un de mes amis qui est sur le CA du Cosmodome. Puis il m'avait invité. Puis j'étais allé le rencontrer. Il a fait une petite conférence. Là, puis il a sorti un livre. Fait qu'il nous a signé son livre. Puis j'avais demandé, j'ai dit, qu'est-ce qui a été le plus dur enseigner à un géologue à piloter un avion de chasse ou enseigner la géologie à des fighter jocks, là, des gars avec des égos larges comme une porte de garage puis qui atterrissent sur des porte-avions des avions. T'sais. Fait que, il m'a juste souri. C'était une bonne question. C'était pas pire. C'était une bonne question. Fait qu'on peut dire à quelque part que la NASA a été créée beaucoup plus dans un esprit de propagande puis d'idéologie. Mais d'exploration aussi. La NASA. Toi, je te parle, là, on parle du programme Apollo. Oui, okay? Parce que ça a été créé à ce moment-là, la NASA. En 1958. C'est ça. C'est ça. Mais la NASA comme telle, elle a été créée pour développer, centraliser des ressources pour développer l'exploration spatiale, que ça soit habité ou non avec des sondes robotiques ou des humains ou whatever. Mais à la base, c'était ça. Là, okay? Sauf que pour Kennedy, lui, l'exploration, il s'en balançait pas mal. Ça a été un bon prestige. Une question de prestige. Oui. Non, puis là, on est dans la grande course aux armements à ce moment-là. Parce que là, on est dans la période après la Deuxième Guerre. Puis tantôt, c'est drôle parce que je te demandais, c'est quoi cette fusée-là? Là? Ça, c'est le lanceur Sputnik. Je ne sais pas si Claudie peut l'avoir. Je ne sais pas si Claudie, tu vois ça. Claudie, oui. Ça, c'est le lanceur. C'est la fusée R7 soviétique. C'est le lanceur du premier satellite, le premier objet construit par les humains qui a été mis en orbite. C'était juste une boule un petit peu plus grosse qu'un ballon de basket avec 4 antennes, puis ça faisait bip, bip, bip. C'est tout ça. Mais les Américains, là, quand ils ramassaient le bip, bip sur la radio, là, ils ont pogné les ketelles solides. Parce qu'ils se disent, s'ils sont capables de mettre un objet de même en orbite, ils sont capables de nous envoyer des bombes par la tête. En fait, ce que tu me disais tantôt, c'était ça. C'est un missile, ça. C'est un missile. Oui. En fait, c'est... Toute cette course à l'armement-là nucléaire a joué un facteur super important dans l'exploration spatiale, à quelque part, là, parce que les fusées ont été développées dans le but d'amener un ogive probablement chez le voisin, puis on s'en est servi par la suite, mettre toutes sortes de bébites à l'intérieur de ça, puis explorer l'espace. Pour une boule de la grosseur d'un ballon de basket, c'est un petit peu overkill. C'est clair. C'est à quelle grosseur, ça? Ça doit avoir à peu près peut-être 120-130 pieds de hauteur, quelque chose comme ça. Fait que c'est vraiment overkill. Là. 130 pieds de hauteur. La fusée Saturne V avec laquelle ils sont allés sur la Lune, tu dis quelle hauteur? C'est à 121 mètres. C'est 363 pieds de hauteur. 300 pieds de hauteur. 300, soit 3 étages, parce que quand... Le but, c'est que si... Puis je te dirais qu'il y a 80-85% du poids, c'est juste du fuel.
Parce que le problème, quand tu vas envoyer quelque chose dans l'espace, c'est la masse. La gravité, c'est fort en maudit. La mère nature est venue garder avec elle. Okay? Fait que quand tu vas envoyer quelque chose en dehors de l'atmosphère, tu as besoin d'avoir de la puissance solide. Fait que c'est pas pour rien que le module lunaire, là, il y avait des parties, regarde, c'est ça, je l'ai emmené, là, je t'avais montré ça chez nous. Ouais. Ça, là, ça ressemble à du papier d'aluminium. Mais tout l'étage de descente, le premier étage en bas, là, qui est la partie ici, là. La partie gold, là, ouais. Toute la partie gold de ça, là, c'était couvert avec ce matériel-là ici. Ça, c'est un de mes amis qui travaillait à l'Agence spatiale canadienne qui il m'en a eu un petit morceau. Fait que, il y avait à peu près 3-4 épaisseurs de tout ça qui recouvraient ça. Okay? Puis c'est juste du tubing en aluminium. Fait que c'est une question de poids. Fait que ta fusée Saturn V, là, elle a c'est comme à peu près peut-être 85% de la masse qui est juste du fuel. Wow. OK? Puis ça pèse. C'est ça. C'est fuelé au total, là, c'est 6,5 millions de livres. 6,5 millions de livres. De livres. Ouais, 6,5 millions de livres. Fait que t'es assis sur une gigantesque bombe. Ben, Frank Borman, qui était le commandant d'Apollo 8, avait déjà dit que une fuelée, là, prête pour décoller, là, fuelée, là, c'est l'équivalent d'une petite bombe atomique. C'est pour ça que les journalistes, le site de presse, c'est l'endroit le plus près que tu peux aller lors d'un lancement quand tu vas au Kennedy Space Center. Tu ne peux pas aller plus proche que ça. Parce que si ça saute, regarde, tu ne peux pas prendre de chance. C'est 3000. 3000. Tu es à 3000. Ça, c'est l'endroit le plus proche. À côté du centre de lancement, il y a un centre de contrôle de lancement. Puis le press site est à côté de ça. C'est 3000.